Bonjour à Bonjour à tous. tous. Bien, eh bien, on commence à être nombreux malgré l'heure qui est certaines ne se seront pas trompés d'heure ou auront intégré ce changement d'horaire d'été. On va attendre, si vous êtes d'accord, 2, 3 minutes et Bénédicte va vous expliquer comment poser les questions pour ceux qui, pour la première fois, se connectent. Oui, bonjour. Sur le côté à droite, vous avez un onglet et à côté, sur l'onglet, il y a une petite image d'une question et il suffit de cliquer sur cette petite image et vous pouvez poser vos questions en direct. On y répondra en direct également et si on ne peut pas répondre à toutes les questions, on répondra par mail, bien sûr, lundi ou mardi. Bien, eh bien, écoutez, on va démarrer. On commence par quoi? Parce que, bon, bien sûr, il y a toujours beaucoup de questions et on sait que beaucoup de sujets nécessitent une réactualisation puisque ça n'arrête pas de changer sur les masques, les renouvellements d'ordonnances, l'organisation des centres Covid. Voilà, donc on est systématiquement obligé de vous envoyer des informations régulièrement et d'échanger avec vous pour savoir où c'est que l'on en est pendant cette évolution dans la crise. Donc, Peut-être les masques, c'est la dernière nouveauté. alors, les masques. Donc, d'abord, sur les masques, merci. Vous avez été plus de 2700 à répondre à l'enquête, ce qui nous a permis de montrer que le système de distribution par Géodis n'avait pas bien fonctionné, puisque plus de 10% des pharmaciens avaient reçu ou zéro masque ou des quantités inférieures à 500, et que seulement 50% des pharmaciens avaient reçu des masques FFP2. Donc, on a en gros montré que le retour par les grossistes répartiteurs était absolument une nécessité pour remettre de la fluidité dans le système et éviter que les pharmaciens ne sachent pas à qui s'adresser en cas d'incident de livraison. Donc, c'est ce qui a été acté, dont les grossistes sont ce week-end en train d'être approvisionnés en masques pour une distribution auprès des officines qui se fera à partir de mercredi et certainement jeudi et vendredi. La quantité de masques que vous allez recevoir ne va pas être importante. Elle va être d'environ une semaine et uniquement une semaine pour, toujours pareil, approvisionner uniquement les professionnels de santé. Alors, qui doit être approvisionné? Alors, très rapidement, je retrouve le tableau parce que, à force de changer, on s'y retrouve plus. Alors, premièrement, vous allez pouvoir approvisionner les médecins généralistes et spécialistes qui exercent en ville. 18 masques par semaine, dont 6 masques FFP2 maximum par semaine. Pareil pour les infirmiers et les infirmières, dont 18 masques par semaine, dont 6 masques FFP2 maximum. À l'identique pour les biologistes médicaux. Les pharmaciens, que des masques chirurgicaux. Et je vous en prie, plus de polémique. Toute l'équipe doit être équipée en masques chirurgicaux. J'assume cette position de la part de l'USPO. On ne pourra pas, dans la montée en charge de l'épidémie, ne pas protéger l'ensemble de nos salariés. Et je voudrais que quelqu'un vienne m'expliquer comment des pharmaciens pourraient être protégés et pas nos préparateurs. Donc stop, on arrête avec ça. Les personnes qui travaillent en officine doivent être protégées et quel que soit le type de personnel, dont c'est 18 masques par semaine pour la pharmacie et pour chaque professionnel qui travaille. Sage-femme, 6 masques chirurgicaux par semaine. Kinésithérapeute, pareil, 6 masques par semaine, dont maximum 2 masques FFP2. Donc, vous avez bien compris qu'on allait recevoir des FFP2 et également des masques chirurgicaux. Vous avez tous entendu comme moi qu'un pont aérien est en train de se mettre en place entre la Chine et la France pour entre 600 millions de masques, voire plus. Donc, ces masques, pour un certain nombre, n'ont pas forcément le marquage CE, mais auront les critères de qualité qui sont en Chine, qui sont équivalents, voire aussi forts
en termes de sécurité. On ne distribuera plus les masques aux chirurgiens dentistes, puisqu'ils ont mis en place un système de garde et donc ils seront approvisionnés ou par leur ordre ou par l'ARS. On n'approvisionnera plus les services d'aide de soins à domicile. Effectivement, c'était tout à fait impossible, au vu de la quantité de masques que nous recevions, de pouvoir approvisionner un service d'aide de soins à domicile. Et les prestataires seront également approvisionnés directement par l'ARS. Les EHPAD également, c'est l'ARS qui va les fournir. Donc nous, on reste concentré sur médecins généralistes, médecins spécialistes, infirmiers, biologistes, pharmacie, sages-femmes et masseurs kinésithérapeutes. Vous recevrez de la part de l'USPO, et vous l'aurez sur le site, l'ensemble de ces dispositifs. Il y a également la déclaration à l'assurance maladie de cette gestion de masques. Je sais que c'est un irritant, on a reçu beaucoup de remarques par rapport à ça, un tableau Excel, PDF, etc. Moi, je vous invite à faire le job. Il ne faut pas qu'à un certain moment, un doute s'installe sur l'utilisation des masques et la façon dont les pharmaciens l'ont distribué. Je sais qu'il y a eu pas mal d'initiatives au niveau de certaines régions, au niveau de l'Île-de-France, de PACA, Grand Est, où des professionnels ont essayé de se rassembler, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, pour mettre ensemble un système de gestion pour éviter que certains professionnels fassent le tour des pharmacies et plus de masques que ce qui est prévu, et également d'avoir une comptabilité par rapport aux ARS et par rapport au pouvoir public et la CNAM qui est à la maîtrise de la gestion de l'utilisation des masques d'État. L'assurance maladie promet de mettre en place quelque chose de beaucoup plus automatique dès mercredi, au moment où on va recevoir les masques, c'est-à-dire une saisie sur Amélie Pro. Donc nous allons voir si ce système est opérationnel ou si on utilise le système qui a été déployé par certaines régions ou si on fait région par région. On va voir, mais en tout cas, on vous tiendra au courant. Et je vous en prie, voilà, on a des petits trucs comme ça qui nous agacent, mais au vu, vous voyez bien que franchement, quand dans les hôpitaux, quand dans les EHPAD, quand dans les soins à domicile, des personnes sont obligées d'intervenir dans des conditions où ils prennent des risques parce qu'il n'y a pas assez de masques, et qu'on confie la distribution des masques pour les autres professionnels de santé, eh bien, il faut avoir une traçabilité de ce que l'on fait, même si ce n'est pas agréable. En tout cas, quand on fera les comptes, il ne faudra pas qu'il y ait de reproches par rapport à ce qui s'est passé à nos fils. Je crois que j'ai fait le tour sur les masques. Bénédicte. Moi, j'ai encore pas mal de questions sur les dons de masques et les masques périmés. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui. Alors, si des entreprises, on a fait des appels aux dons, hein, des entreprises et des écoles, pensez aux écoles. Les écoles ont des stocks de masques. Elles sont fermées, les écoles, aujourd'hui. Hein. Donc, les écoles, les entreprises, les mairies, les collectivités, tout ça, ils ont des masques. Ils ne savent pas où ils les ont rangés, mais ils en ont. Donc, si ces masques sont périmés, mais qui sont en bon état, bien évidemment, vous pouvez les utiliser. Alors, si la quantité est faible, tant pis, ça renforce, et tant mieux, pardon, ça renforce ce que vous pouvez distribuer aux professionnels de santé. Certaines ARS sont en train, j'ai vu ça en Occitanie, j'ai vu ça en PACA, nous allons avoir ça en Auvergne-Rhône-Alpes. Le conseil régional s'est mobilisé pour nous donner des dotations de masques en plus. Il en a donné bien sûr à l'hôpital et donné aux EHPAD. Donc ça permet aux libéraux de travailler dans de bonnes conditions. Cette gestion de masques, elle est pour les professionnels de santé et uniquement pour eux, c'est pas pour les patients. Et ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de souplesse dans ces moments tendus. Si c'est des grosses quantités et qu'on vous les propose, vous le signalez à l'ARS parce que là, ce n'est plus de la gestion d'une officine. Et si une officine en récupère parce que vous êtes en contact avec une entreprise, eh bien, jouez le jeu de la solidarité et répartissez ça avec les différentes officines du secteur. Moi, je conseille pour cette dotation exceptionnelle qui va se tarir, hein, parce que ces dons vont s'arrêter, de ne pas le mettre dans la gestion
des stocks état, parce que sinon ça va perturber la comptabilité. S'ils sont périmés, ils sont périmés. Hein. Vous pouvez les utiliser. C'est souvent l'élastique. Bien sûr, ça a été le cas, malheureusement, je crois, de la Réunion, où les masques étaient stockés dans un endroit humide, ils étaient moisis. Donc là, bien évidemment, il ne faut pas les utiliser. Et sur la prescription de masques, juste pour finir peut-être? Prescription de masques, pas de prescription de masques. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de masques pour les patients. Donc, si le médecin considère que le patient doit être équipé d'un masque, eh bien, c'est à lui de le donner sur son stock. Ok. Peut-être pour changer de sujet, on pourrait parler des renouvellements de traitement sur tout ce qui a évolué depuis la semaine dernière. Alors, les renouvellements de traitement, un rappel, donc là aussi vous avez déjà le tableau qui est à votre disposition. On voit bien que toute la stratégie qui a été mise en place, c'est de permettre aux pharmaciens d'assurer la continuité des soins. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est en gros de dire à la population, les pharmacies restent ouvertes, pardon. Même si votre ordonnance est périmée, nous pourrons renouveler votre traitement. Bien sûr, si votre ordonnance n'est pas périmée, on pourra renouveler comme on le fait aujourd'hui de façon classique. Et bien sûr, la durée du renouvellement, la quantité de médicaments délivrés en une seule fois, est de 28 jours ou un mois. Pour les traitements chroniques, il est hors de question de donner plusieurs mois à la fois. Donc, pour les traitements chroniques, les choses sont simples. Que l'ordonnance soit à renouveler et périmée, ou que l'ordonnance soit faite pour un mois pour un traitement chronique, même si, à condition que le patient soit stabilisé depuis 3 mois avec le même traitement. Donc, si c'est la pharmacie habituelle, il n'y a pas de souci. Sinon, il faut consulter le dossier pharmaceutique pour voir l'historique du patient. Et bien, sur un traitement stabilisé pour une ordonnance périmée ou une ordonnance de 1 mois avec un historique de 3 mois avec le même traitement, vous êtes autorisé à renouveler mois par mois. Il suffit d'informer le médecin. Bien sûr, sur l'ordonnance, et ça vaudra pour toutes les situations, il y a l'édition au dos du ticket vital avec la dispensation Covid. Voilà, comme ça, avec le nombre de boîtes délivrées. Pour les hypnotiques, vous êtes autorisé à le faire. Pareil, à condition que ce soit stabilisé depuis 3 mois. Donc, vous êtes autorisé à renouveler l'hypnotique. Également, les traitements substitutifs aux opiacés. Donc, que ce soit la méthadone, le Subutex ou Suboxone, bien sûr, là, l'ordonnance n'est pas renouvelable puisqu'elle n'est que de 28 jours. Vous pouvez renouveler le traitement si le patient est stabilisé depuis 3 mois, et il faut l'accord préalable du médecin. Donc, vous devez contacter le médecin et il doit vous donner l'autorisation de renouveler. Et au dos de l'ordonnance, qui est la même, vous allez remettre le timbre de l'officine avec la date de dispensation, le nombre de boîtes délivrées, le ticket vital et renouvellement Covid-19. Pour les médicaments stupéfiants et assimilés. Et dans les médicaments stupéfiants et assimilés, on inclut le zolpidem, puisqu'il est à la fois hypnotique, mais il est sur une gestion assimilée stupéfiant. Donc là, c'est pareil. Si le patient a ce traitement, vous devez au préalable contacter le médecin et vous devez avoir un accord écrit pour le durogésique, pour le zolpidem, dont l'accord écrit, ça peut être une messagerie sécurisée, ça peut être un mail, ça peut être un fax, et bien sûr, je vous invite à l'enregistrer dans le dossier patient. Et vous pouvez renouveler le traitement 28 jours, et si le médecin décide de changer la posologie et de monter le dosage ou de baisser le dosage du morphinique, eh bien, il vous l'indique, même si il ne le fait pas sur une ordonnance sécurisée, s'il le fait sur un accord écrit, ça vaut pour changement de traitement et prolongement du traitement.
Ces dispositions sont également valables pour le renouvellement des dispositifs médicaux pour les traitements chroniques. Si un patient a des soins liés à une plaie, une cicatrisation, etc., vous pouvez continuer à faire ce travail de renouvellement. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair. Alors pour l'instant, cette disposition n'est possible que jusqu'au 15 avril. Pas plus tard que ce matin, j'ai envoyé un message au, au ministère pour lui demander s'il considérait vraiment que la date du 15 avril était une date bien choisie, puisqu'on sait qu'on va rentrer pendant les 15 prochains jours dans une période qui va être une montée en charge de l'épidémie, avec des cas de plus en plus importants et des tensions comme le connaissent actuellement nos confrères du Grand Est et Île-de-France. Donc, le 15 avril, je ne vois pas comment les médecins pourraient être disponibles en pleine crise pour accueillir des patients pour renouveler leur traitement. Donc, on va voir comment ils réagissent sur cette disposition. En tout cas, ça nous paraît un petit peu court et on l'a dit clairement. Alors, pourquoi on est passé du 31 mai au 15 avril? C'est tout simplement que tous les arrêtés et décrets qui avaient été pris avant la déclaration de l'état d'urgence étaient calés au 31 mai. Sauf que l'état d'urgence, lui, s'arrête théoriquement au 23 ou 24 mai. Donc, ça veut dire que tous ces arrêtés étaient illégaux. Bon, ils ont pris au 15 avril. On aurait pu le prendre jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Ça aurait été beaucoup plus astucieux. Mais en tout cas, les pouvoirs publics sont alertés, quel que soit le ministère, sur cette date du 15 avril qui est vraiment trop rapprochée. Est-ce que vous pourriez juste revenir, parce que j'ai 3-4 questions sur le sujet, est-ce que c'est possible si les ordonnances datent en plus d'1 an? Est-ce que c'est possible de renouveler? Alors oui, si l'ordonnance, souvent les ophtalmos font des ordonnances pour 1 an, oui, on peut renouveler exactement comme une ordonnance de 3 mois qui est arrivée à expiration. Alors certains pharmaciens nous ont dit attention, les logiciels risquent de bloquer. Si c'est le cas, apparemment je n'ai pas eu de remontée me disant que c'était bloquant. Si c'est le cas, vous appelez votre éditeur de logiciel pour savoir comment débloquer la situation. Souvent, il y a une alerte en disant attention, l'ordonnance date de plus d'1 an, mais ce n'est pas bloquant pour la facturation. Pour la contraception orale, vous savez qu'on peut prolonger 6 mois après l'ordonnance de 1 an. Ça, c'est pas du tout exceptionnel, c'est déjà prévu. Donc, vous pourrez aller au-delà des 18 mois si la situation, si la patiente n'a pas pu voir son médecin. Mais là aussi, c'est une disposition qui a été prise pour rassurer la population. Pharmacie ouverte, traitement chronique, soyez rassurés, vous aurez toujours accès à votre traitement, c'est simple et vous ne serez pas obligé de passer par le médecin pour avoir l'ordonnance si le médecin n'est pas disponible. Bien évidemment, ce que l'on dit, c'est que si le médecin est disponible, le patient peut y aller. Donc, ce n'est pas interdit d'aller chez le médecin, bien évidemment, et c'est bien sûr largement recommandé si le patient n'est pas stabilisé et si tout d'un coup sa tension monte, s'il a des problèmes, bien évidemment, il peut contacter son médecin et pas que pour renouveler son ordonnance, pour réévaluer la situation si c'est nécessaire. Mais si ce n'est pas nécessaire et que le médecin n'est pas disponible, eh bien, le pharmacien peut faire le boulot. Et encore une question sur le sujet, est-ce que c'est possible de faire le tiers payant quand l'ordonnance a plus d'1 an? Oui, oui, oui. Il n'y a aucune raison d'être bloqué sur ce système, sauf si le logiciel a mis une sécurité supplémentaire, mais à ce moment-là, il faut demander à l'éditeur du logiciel de lever cette sécurité, l'assurance maladie remboursant. Et juste peut-être encore, j'ai pas mal de questions sur le sujet, peut-être encore une question sur les allergies. Est-ce que c'est possible de les délivrer dans ce cadre-là? Les allergies? Les anti-allergiques, pardon. Ben non, on n'a pas encore s'il y a une ordonnance qui est à renouveler, mais qui est récente, hein, il ne faut pas que ce soit une ordonnance qui date de l'année dernière, du printemps dernier. Ça ne peut pas marcher, sauf si elle était à renouveler 1 an.
là, on peut y aller. Mais si c'est une ordonnance du printemps dernier avec juste à renouveler 3 mois, là, malheureusement, on ne peut pas le prendre en charge. Donc là, il faut contacter le médecin et éventuellement, s'il peut recevoir le patient, tant mieux. S'il ne peut pas le recevoir, je pense qu'il renverra une ordonnance. Il peut faire une téléconsultation. Ok, merci. Peut-être un autre sujet assez récent, c'est la nouvelle mission d'accueil des femmes victimes de violences conjugales. J'ai plusieurs questions sur le sujet. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Oui. Alors, bon, vous avez vu comment ça s'est passé. Hein. Je crois que le ministre de l'Intérieur l'a dit dans sa communication. Il a contacté Karine Wolf à 17h et à 20h30, il a annoncé la mesure. Donc nous, ce que l'on dit, c'est que tout simplement, quand vous avez des personnes qui sont en danger, à cause du confinement, à cause de violences, qu'elles soient d'ailleurs conjugales ou qu'elles soient vis-à-vis des enfants, aucun Français, quelle que soit sa situation, ne doit être indifférent à cette situation. Ce n'est pas parce que ce n'est pas votre métier que vous pouvez tourner la tête. Que vous soyez pharmacien, que vous soyez médecin, que vous soyez instituteur, maître d'école, personne ne peut accepter cette situation. Après, les pharmaciens ne sont pas des policiers, ne sont pas des juges, ne sont pas des travailleurs sociaux. Donc, ce n'est pas notre travail. Par contre, de donner à cette personne d'abord d'avoir un accueil avec une écoute. Mais l'écoute, elle va s'arrêter à orienter vers un numéro de téléphone. Le 17 si c'est urgent, le 39-19 si c'est violence conjugale et que ça nécessite une écoute et trouver une solution, ou le 119 pour les enfants quand ils sont maltraités. Voilà, donc c'est de pouvoir donner une solution à cette personne qui est maltraitée et qui est dans l'impasse. Donc voilà, mais notre travail doit s'arrêter là. On ne va pas faire un entretien sur une description de la situation. Ça ne relève pas de notre métier, mais être capable de dire il y a une écoute par les seuls qui sont aujourd'hui accessibles. Hein, les pharmaciens, il n'y a pas grand monde qui est accessible aujourd'hui. Et en référent santé, eh bien, je crois que c'est indispensable de ne pas passer à côté de ce sujet, sachant que dans tous les pays où il y a eu du confinement avant nous, ces situations se sont produites et parfois avec énormément d'augmentation, puisque là, il y a 30% de déclarations, malgré le confinement, de déclarations de violence conjugale. Et on sait que malheureusement, ça va durer. Donc voilà, donc on donne un signal. Et je trouve que je dirais la façon de communiquer du ministre de l'Intérieur, c'est aussi de la prévention. J'alerte en disant ça, c'est intolérable. Soyez attentifs, ne vous laissez pas aller, même si parfois il y a des tensions liées au confinement. Alors, juste une question encore peut-être. On parle d'un code secret. Est-ce que vous avez une information là-dessus ou pas? Ouais, mais Non. quand on dit un code secret à la télé, c'est compliqué, quoi. Hein. Ça va pas faire, quoi. Hein. Ça s'appelle plus un code secret, quoi. Donc voilà, peut-être qu'il y aura quelque chose. Certains parlent de Covid-18, Covid-17, masque FFP2. Enfin, bon, enfin, au moins de temps en temps, ça détend ce genre de situation. Quand les personnes viennent à la pharmacie, elles ne peuvent pas venir en famille, puisque la règle, c'est de venir seule. Et les services de police se contrôlent. Donc, ça veut dire qu'elle pourra s'exprimer sans avoir une pression indirecte si elle peut venir à la pharmacie. Je vous rappelle aussi que les services de la police municipale tournent autour des pharmacies, à la fois pour nous protéger, à la fois parce qu'il y a du monde, donc ils contrôlent des attestations, et donc ils peuvent être aussi un recours en cas de situation compliquée et d'aide au-delà du 17. Donc il ne faudra pas hésiter aussi à s'appuyer sur eux en cas de situation d'urgence. Ok, merci. J'ai pas mal de questions maintenant sur les solutions hydroalcooliques. Ouais.
Non, enfin, notamment comment se procurer des matières premières, etc. Alors, c'est encore compliqué hein, d'avoir de l'alcool, d'avoir des flacons, même d'avoir de la glycérine, même de l'eau oxygénée aussi à 10 volumes, hein, très compliqué. Mais ça commence à se débloquer un petit peu. On, on voit des initiatives aussi locales, puisque l'alcool d'origine agricole à 95 est aujourd'hui possible et accessible pour faire des solutés hydroalcooliques. Donc là aussi, les choses se sont élargies pour obtenir plusieurs sources d'approvisionnement, et également l'alcool isopropylique, 100%. Donc vous pouvez continuer à fabriquer, vous pouvez continuer le vendre sur des prix encadrés, bien évidemment, hein, toujours pareil, hein, ne vous trompez pas sur des prix. Vous savez que voilà, vous avez le tableau sur le site de l'USPO. Vous savez également que par rapport au gel hydroalcoolique, si vous faites une préparation comme c'est artisanal, vous pouvez bénéficier d'un coefficient supplémentaire. Alors, c'est 1,5 jusqu'à 300 millilitres par rapport au prix du gel hydroalcoolique TTC et 1,3 au-delà de 300 millilitres sur le prix du gel hydroalcoolique. Mais vous avez tout ça sur les tableaux à disposition sur le site de l'USPO. Bien sûr, il faut étiqueter avec toute. On a aussi sur le site des étiquettes types hein, qui vous permettent d'avoir tout le respect de toute la réglementation, étiqueter les prix également. Et si un patient peut venir avec son flacon pour que vous puissiez le re-remplir, n'hésitez pas à le proposer. Et là, le coefficient, puisqu'il y a l'économie du flacon, alors Bénédicte, c'est 1,2 jusqu'à 300 millilitres et 1,1 au-delà. Mais là C'est ça. aussi, mémoire. Hein. Et tout ça est disponible sur le site de l'USPO. Remplissez des flacons corrects. Hein. L'eau de Cologne, les bouteilles d'eau minérale. Certains avaient imaginé qu'on allait remplir des bouteilles d'eau minérale de 50 millilitres. Bravo pour les empoisonnements. C'est pas très malin hein, comme idée, même s'il y a une étiquette. Pour les gamins, c'est pas terrible. Donc voilà, il vaut mieux remplir des flacons qui ont contenu du soluté hydroalcoolique. Alors là aussi, bien évidemment, tout le monde est inquiet parce que la date du 31 mai a été ramenée au 15 avril, comme pour les ordonnances renouvelables, également pour le soluté hydroalcoolique, pour la même raison. Donc là aussi, ce matin, dans le mail que j'ai envoyé au ministère et au service de la DGCCRF, je leur ai dit que ce n'était pas raisonnable. Parce que les pharmaciens sont en train de se bagarrer pour obtenir de la matière première, alcool, etc. Peut-être qu'ils ne recevront que le 5-6 avril, et on leur dit que le 15 avril, il faut tout arrêter. Pas sérieux. Donc là, je viens d'avoir une réponse, puisque tout le monde bosse le dimanche, en me disant non, non, mais ne vous inquiétez pas, on a vu l'affaire et on va rectifier le tir. Donc, si vous avez des approvisionnements en alcool, et moi j'ai vu l'Île-de-France va faire une opération alcool avec l'URPS pharmacien. J'ai vu que dans les Hauts-de-France, pareil, l'URPS s'est mobilisé pour obtenir de l'alcool auprès de l'ensemble des pharmacies. Pareil en Bourgogne-Franche-Comté, pareil en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc tout le monde est en train de trouver des combines pour avoir de l'alcool, pour pouvoir faire des solutés hydroalcooliques. Et Dieu sait que c'est important, puisque tout le monde n'arrête pas de dire que le lavage des mains, c'est le geste barrière le plus important. Donc il faut qu'on ait de la matière première, que l'on puisse continuer à dire aux patients, lavez-vous les mains régulièrement, alors bien sûr avec du savon quand vous êtes chez vous, mais également quand vous vous déplacez, quand vous touchez une porte d'une porte commune d'un magasin, etc. Lavez-vous les mains au gel hydroalcoolique avant de rentrer dans le magasin et après en sortant du magasin. Voilà. Donc, on a besoin de donner ça. Et puis, on sait que quand on sera en sortie confinement, il faudra continuer quand même à se protéger. Et donc là, l'utilisation des gels et des solutés hydroalcooliques restera encore pendant quelque temps un réflexe absolument indispensable et régulier dans la journée. Donc, il faut qu'on ait la possibilité de fabriquer.
Peut-être deux petites questions sur le sujet, assez pratico-pratique. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser de l'alcool dénaturé à 96%, pardon? Et également une question sur la traçabilité de l'alcool agricole. Comment on fera? Alors, sur l'alcool dénaturé, c'est pas prévu par le JO. Voilà, donc, voilà, parce qu'il y a un produit qui permet de justement dénaturer l'alcool pour pas qu'il soit utilisé pour d'autres raisons que des infections, etc. Et c'est pas prévu. Donc, voilà, c'est pas autorisé. Euh, Est-ce qu'il y avait un risque d'incompatibilité avec l'eau oxygénée, avec la glycérine? J'en sais rien, mais en tout cas, les pouvoirs publics ont décidé de ne pas autoriser l'alcool dénaturé comme pour fabriquer. Et l'autre question, Bénédicte, La excusez-moi. Ah oui, traçabilité de l'alcool agricole. la gestion, il faut, voilà, comme vous savez que l'alcool a fait l'objet de contrôles très très importants avec les douanes à une certaine époque, eh bien, si vous rentrez de la matière première, il faut tenir un cahier en disant voilà, j'ai rentré 40 litres d'alcool, je l'ai utilisé pour faire X préparations et Sacha. Et si vous reste du stock, il faut pouvoir le justifier pour pas être embêté et pour pas avoir derrière une requalification des droits d'assises qui augmenterait le coût de l'alcool puisque on pourrait vous suspecter de l'avoir utilisé pour autre chose que des préparations magistrales. Juste sur les préparations, je sais qu'il y a un débat sur la TVA. Quand c'est fabriqué en industriel, c'est du 20%. Quand nos confrères qui font de la sous-traitance, et j'en profite pour les remercier parce qu'ils s'investissent beaucoup pour nous aider à obtenir des quantités, même si elles sont faibles, de solutés hydroalcooliques, ils font une TVA à 10% et on applique la TVA à 10% puisqu'on est sur de la préparation magistrale, même si c'est la préparation magistrale pour faire un biocide. Peut-être encore une dernière question assez concrète. Quelle quantité de solution hydroalcoolique on a le droit de délivrer par personne et par jour? Ça, c'est à la discrétion de chacun. Je sais que beaucoup limitent à un seul flacon par personne, voire 2 flacons par personne, pour que l'ensemble de la population qui en a besoin puisse en avoir et éviter toujours pareil ce phénomène de stockage par peur de manquer. Oui, alors, en fin de compte, on prive les autres personnes d'en avoir, donc c'est à chacun à le gérer en fonction de la quantité qu'il a à sa disposition. Ok, on change de sujet. Peut-être avant de parler du Plaquenil, j'ai une question sur, plus générale sur la pénurie de médicaments. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Apparemment, les patients de une pharmacie s'inquiètent et voudraient avoir des informations. On peut les Ouais, rassurer sur la pénurie. il y a des petits bruits qui ont couru sur des ruptures de stock, notamment d'insuline, etc. C'est vrai qu'il y a eu une petite tension, mais c'est revenu à la normale. Aujourd'hui, quand on discute avec les représentants de l'industrie pharmaceutique et les représentants des grossistes répartiteurs, il n'y a pas de tension supplémentaire, hormis les ruptures de stock, malheureusement, que l'on connaît et qui font partie maintenant du décor de la pharmacie. Il n'y a pas aujourd'hui de tension supplémentaire. On a anticipé sur le paracétamol, vous avez vu, hein, on a pris des décisions on a poussé les pouvoirs publics à prendre des décisions de limitation. Alors là, vous savez, c'est une boîte quand la personne n'a pas de symptômes, 2 boîtes quand elle a des symptômes, l'enregistrer dans le dossier pharmaceutique pour éviter qu'elle fasse le tour des pharmacies. Et ça, c'est pour anticiper parce que on sait bien que les 2 gros sites de production, un aux États-Unis et un en Chine, risquent de ne pas pouvoir approvisionner le marché mondial, puisque aux États-Unis, ils ferment les frontières et en Chine, c'était un petit peu compliqué. Et l'Inde a pris des dispositions pour garder la production de paracétamol. Donc voilà, on a anticipé pour pas créer un affolement sur la molécule qui va être le plus utilisée au moment de la crise. Juste pour information sur le paracétamol, ce matin au journal officiel, le paracétamol injectable
qui n'est pas accessible en officine, vient d'être rendu accessible aux pharmacies à usage intérieur des hôpitaux. Donc, ce qui veut dire que s'il y a des prescriptions pour des patients qui sont pris en charge en ville de paracétamol injectable, c'est la pharmacie à usage intérieur de l'hôpital qui pourra le délivrer. Ok, merci. Et donc peut-être sur le Plaquenil? Alors, sur le Plaquenil, contrairement aux commentaires qui ont été faits après la parution au journal officiel qui a été prise, je crois que c'était jeudi, les pharmaciens ne sont plus autorisés à délivrer du Plaquenil, sauf les pharmaciens d'officine. Et les médecins ne sont plus autorisés à prescrire du Plaquenil en dehors des indications de l'AMM, lupus, polyarthrite rhumatoïde. Donc nous, on pourra continuer à le délivrer aux patients chroniques qui ont déjà des ordonnances et le médecin peut renouveler ces ordonnances de Plaquenil. Et s'il doit y avoir une initialisation de traitement liée aux indications de l'autorisation de mise sur le marché, ça relève d'une prescription d'un spécialiste. Si le Plaquenil est utilisé pour le Covid, il ne peut se faire que dans un contexte particulier qui est des établissements hospitaliers et que certains établissements hospitaliers est délivré par la pharmacie à usage intérieur de l'hôpital. Donc les choses sont claires. En ville, c'est terminé. Prescription Plaquenil Covid, c'est niet. Et les médecins ne sont pas autorisés à le faire. Donc si vous avez des médecins qui commencent à le prescrire ou des hôpitaux qui continuent à le prescrire, vous appelez immédiatement le service hospitalier qui le prescrit pour des gens qui vont aller en ville ou le médecin généraliste pour lui rappeler le texte en disant que ça ne sert à rien de nous mettre dans les pires difficultés pour avoir un refus de dispensation du Plaquenil en ville. Donc les choses sont très claires, contrairement à ce qui était dit. Mais tout le monde a crié victoire. Amusant. D'ailleurs, je dis, je suis effaré de voir que des gens aussi éminents que les chercheurs que nous avons en France soient capables de passer du temps à se chamailler sur c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, alors qu'on a besoin de toute leur énergie et de la synergie de leurs connaissances et de leurs compétences pour essayer de trouver un médicament qui puisse soigner les patients le plus vite possible. C'est insupportable. Et d'avoir ça à la télé tous les 20 heures, tous les 13 heures, et mettre les pharmaciens en difficulté, être obligé de prendre un arrêté pour dire il faut respecter l'AMM, c'est la moindre des choses. Donc stop, arrêtons ces polémiques, c'est insupportable d'être interrogé en permanence là-dessus, on a autre chose à faire, que les gens fassent une recherche avec des résultats qui puissent dire oui c'est efficace, non c'est efficace, et toute l'énergie doit être consacrée à ça, et pas faire des matchs entre tel service de recherche et tel autre. Franchement, c'est agaçant et c'est de la perte de chance et ça donne une très mauvaise image à la fois de la recherche, qui je vous rappelle est quand même financée par des fonds publics, INSERM, CNRS, et également sur le médicament. Parce qu'on fait croire que le Plaquenil, parce que c'est vieux, c'est un médicament banal. Ben non, c'est pas un médicament banal, pas plus que le paracétamol. Voilà. Et de faire croire qu'il y a des médicaments miracles, c'est pas non plus un bon signal que l'on envoie à la population. Donc c'est assez insupportable. Une question peut-être sur la dispensation des médicaments de manière générale. Est-ce que ça serait possible de facturer en dégradé plutôt que d'utiliser la carte vitale? Alors, si vous voulez, on rentre dans la stratégie d'organisation de la pharmacie et puis de l'évolution qu'il va y avoir maintenant avec l'ouverture de ce qu'on appelle des centres Covid, qui sont des centres de consultation spécifiques au Covid, en dehors des cabinets médicaux, tenus par les médecins généralistes, en appui avec les infirmiers, en appui avec la réserve sanitaire, en appui avec les maires et les collectivités, et en appui également avec les biologistes s'ils interviennent. Donc, sur l'organisation même de la pharmacie, il faut protéger. Donc, il y a les masques, mais il y a également la protection en plexiglas
des postes de dispensation qui sont extrêmement efficaces et qui ont plusieurs vertus. D'abord, ça protège de façon efficace, ça rassure le personnel et ça envoie un signal très clair à la population qui vient à la pharmacie pour pas mettre le nez, en tout cas de temps en temps, s'ils mettent le nez contre le plexiglas, eh bien ils s'aperçoivent qu'il y a un plexiglas transparent et ça leur apprend à dire il faut rester à distance. Je peux vous dire que c'est extrêmement formateur pour la population et ça montre que voilà, on est dans une affaire qui est sérieuse et on se protège au maximum. Bien évidemment, moi je vous invite à mettre vos lecteurs de carte vitale à la disposition des patients. Donc de le sortir de votre poste et c'est le patient qui met la carte vitale dans le lecteur. Vous pouvez favoriser le dégradé. Pour ne pas toucher les cartes vitales, c'est le patient qui peut le mettre dans son lecteur. Ensuite, par rapport à la circulation dans la pharmacie, nous allons avoir des patients qui seront suspects Covid, identifiés par un médecin qui va prescrire du paracétamol, peut-être un antitussif, je ne sais pas, mais en tout cas, qui risque d'arriver à la pharmacie. Donc, nous, on a tout intérêt à ce que ces patients ne rentrent pas dans la pharmacie ou soient dans une zone de la pharmacie isolée des autres patients. On a écrit une première procédure pour les médecins des centres Covid. Qu'est-ce que l'on dit pour le rôle du pharmacien? Si un patient va au centre et que le médecin doit faire une prescription, on va donner au centre l'adresse des coordonnées de tous les pharmaciens du secteur. Téléphone, fax, mail, messagerie sécurisée. Le patient aura choisi son pharmacien en disant voilà, mon pharmacien c'est celui-là. Donc l'ordonnance doit être envoyée du centre par l'ensemble des moyens qui sont à la disposition du centre au pharmacien en lui disant voilà, le patient va venir et voilà la prescription. Donc là, vous allez le faire en dégradé. Et la consigne, c'est de dire au patient, quand vous allez arriver à proximité de la pharmacie, vous nous appelez, nous, on va sortir avec les médicaments, avec la prescription que l'on a reçue de la part du centre, bien sûr, avoir noté sur les boîtes, expliquer la prescription au patient, mais de préférence le faire en dehors de la pharmacie. Alors, s'il y a un parking, le faire dans la voiture. Si la personne ne peut pas venir en voiture et qu'il y a un aidant, l'accompagnateur peut venir le chercher et on essaie de le délivrer au maximum ou au service de garde ou à l'extérieur de la pharmacie. Et donc ça, c'est un accord qu'il faut avoir avec les médecins. Il faut faire marcher la coordination des soins. Et parce qu'il faut protéger tout le monde. On protège les médecins, on protège les infirmiers, on protège les pharmaciens et on protège les personnes qui rentrent dans les pharmacies pour pas qu'elles soient le moins en contact possible et à proximité avec des personnes qui sont susceptibles d'avoir le Covid. Donc, on va faire une petite procédure qu'on a fait passer d'ailleurs à la Fédération des maisons, enfin de la CPTS, des CPTS, et on essaie de donner ces conseils dans l'organisation de tous les centres Covid. Et bien sûr, il est hors de question qu'ils aient un stock de paracétamol, comme si c'était simple de faire des choses comme ça. Donc ça, tout ça est arrêté. On ne peut pas ouvrir des pharmacies dans tous les centres Covid, ça n'a pas de sens. Est-ce que les pharmaciens titulaires peuvent travailler dans les centres Covid? Alors, ils peuvent apporter leur contribution. Je ne suis pas sûr que leur rôle soit utile, hein, parce que c'est quoi le centre Covid? Ça va être des personnes qui vont être dans le parking, qui vont rentrer dans le centre un par un, avec les services de police qui vont gérer les entrées. Ils vont être sur un diagnostic médical avec un médecin ou éventuellement un infirmier qui peut faire un pré-tri pour la consultation. Et après, c'est le médecin qui va décider ou éventuellement l'infirmier qui oriente après la consultation, savoir s'il faut rester chez soi,
s'il faut aller chercher des médicaments ou s'il faut avoir une consultation plus approfondie dans un service hospitalier. Et là, c'est des services style 15, etc., qui vont être appelés directement par le centre s'il y a un risque pour ce patient parce qu'il a du mal à respirer. Donc, il y a des pharmaciens qui peuvent aider. Mais je pense qu'on peut surtout aider en assurant une fluidité en cas de prescription pour que le patient puisse avoir ses médicaments rapidement et éventuellement du portage à domicile ou éventuellement au centre. Mais si on fait du dégradé, il faut que le pharmacien ait toutes les informations administratives, à la fois de sécu et à la fois complémentaires, pour pouvoir faire le tiers payant en dégradé. C'est pour ça que, bien évidemment, on dit c'est la pharmacie habituelle du patient, et puis nous, c'est important d'avoir un historique de ce patient. Il est hors de question de concentrer ça dans une seule pharmacie. Une dernière question sur l'organisation de la pharmacie. C'est une question qui revient régulièrement. Est-ce que le plexiglas nous dispense du port de masque? Non, 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 il faut les deux. Il faut les deux, masque et plexiglas. Très clair. Ouais. Et se laver les mains régulièrement avec du gel ou du solution hydroalcoolique chaque fois qu'on a touché voilà, des ordonnances, une garde d'ordonnance, que éventuellement la carte vitale, il a fallu qu'on la touche. Pensez à nettoyer. Pensez aussi à nettoyer régulièrement de tout le matériel, bien sûr les comptoirs, d'abord les laver et ensuite les passer à l'alcool à 70. Attention au lecteur Capels, ça c'est un pharmacien qui m'a dit, méfiez-vous de ne pas mettre trop d'alcool sur l'écran, parce qu'après, le côté tactile de l'écran risque de disparaître. Toujours pareil, le cello frais autour des claviers, ça évite de passer de l'alcool et de faire sauter tout le clavier, ça permet de changer plus rapidement et de le maintenir propre. Également, de penser bien sûr à nettoyer le lecteur, l'appareil de carte bleue, favoriser le sans contact, bien évidemment. Donc, toute une série d'astuces. Bien sûr, nettoyer la pharmacie, vous voyez avec le personnel, les femmes de ménage, et voilà, d'avoir de la javel à disposition pour que le sol et les meubles, les comptoirs soient nettoyés régulièrement avec de la javel. Du bon sens. Les portes aussi, hein, les poignées de porte, les poignées d'entrée de la pharmacie. Bon, la porte automatique, ça va, mais également la porte des toilettes, etc. Pensez de temps en temps à passer tout ça au nettoyant. J'ai eu aussi beaucoup de questions sur les essayages orthopédiques et la prise de tension. Est-ce que c'est toujours possible de le faire et est-ce qu'il faut prendre des précautions particulières? Là, il faut mettre un masque. Hein, enfin, on a le masque déjà, mais éviter au maximum de manipuler la prise de tension. Pas évident non plus. Hein. Donc, et les essayages à minima aujourd'hui. Bon, mais on a du sur-mesure. On peut prendre. En tout cas, il sera difficile de récupérer du matériel qui ne conviendra pas. Hein. Il faut faire attention. Attention aux locations aussi. Hein. Quand le matériel revient et que ce sont des appareils au sol, la procédure de nettoyage doit être renforcée. Pour changer de sujet, j'ai pas mal de questions sur la livraison à domicile. Quel masque je dois mettre pour livrer à domicile? Est-ce que je suis rémunérée ou pas? On vous a mis là aussi une petite procédure pour donner des recommandations, des conseils hein, pour livrer à domicile. Donc, évidemment, il faut mettre le masque hein, de protection, paquet scellé, éviter de monter dans les étages. Si la personne peut venir chercher son paquet en bas de l'immeuble, c'est mieux. Ça évite de rentrer, de toucher les poignées de porte, de toucher les ascenseurs, etc. Éviter de rentrer dans les appartements. Voilà, c'est la personne qui doit vous ouvrir le moins de contact possible avec la personne pour protéger vos équipes. Un regret hein, sur la livraison à domicile. L'USPO avait demandé au directeur de la CNAM la possibilité d'être indemnisé. On avait demandé un truc simple, hein,
de 5 € par livraison, l'équivalent du forfait du dimanche. En plus, on pouvait le coder puisque ce code existe pour la pharmacie et de pouvoir l'utiliser pour les livraisons à domicile. Je regrette que l'absence d'unité syndicale a fait capoter cette affaire. Et le directeur s'est retranché en disant ben, il n'y en a qu'un qui le demande, l'autre ne le veut pas, et puis l'autre a trouvé une combine avec la Croix-Rouge, donc ben non, voilà. C'est dommage parce qu'on sait très bien que les pharmaciens passent leur temps à livrer, passent leur temps aujourd'hui à répondre au téléphone parce que le patient ne veut pas se déplacer, et avec la montée en charge de l'épidémie, cette désorganisation de la pharmacie va s'accélérer parce que les patients vont de moins en moins et vont vous demander de livrer. Donc, je regrette que ce dossier n'ait pas pu aboutir à cause de cette division syndicale, mais l'USPO ne renonce pas, on va remettre le couvert parce que vous allez voir, le nombre de livraisons n'arrête pas d'augmenter. Et je pense que c'est un travail supplémentaire. Vous payez de l'essence, vous avez une voiture, vous y passez du temps. Tous les autres professionnels sont indemnisés pour aller à domicile. Je ne vois pas pourquoi les pharmaciens ne le sauraient pas. Ok, merci. J'ai encore pas mal de questions sur l'organisation de la pharmacie et notamment que faire si un salarié est potentiellement touché à des symptômes. Est-ce qu'il peut continuer à venir travailler ou pas? Alors, ça, c'est pareil, hein, c'est je dirais, c'est le choix à la fois chef d'entreprise et du salarié qui est touché. En général, quand le salarié est touché et qu'il est dépisté Covid+, ça met une belle claque dans la pharmacie et ça met une grosse inquiétude dans l'équipe. Donc, bien sûr, la personne doit être en arrêt de travail. Alors, après, c'est toujours pareil, hein, si la personne récupère rapidement, elle peut venir travailler à l'officine en ayant des règles de protection, bien évidemment, pour délivrer les médicaments, le moins possible pendant une certaine période, être plutôt dans le back-office et surtout avoir des règles aussi dans le back-office pour éviter la proximité avec le reste du personnel de l'entreprise. Donc ça, c'est chacun qui va le gérer. Mais la notion de quarantaine, qui était une règle dès le départ, a disparu au profit d'un équilibre bénéfice-risque. On a besoin de professionnels pour le système de santé et donc ils sont autorisés à venir travailler sous certaines conditions. Ok, merci. Peut-être qu'on peut passer désormais à la partie sur le chômage partiel, l'activité partielle, parce qu'on a pas mal de questions. Ouais, juste un point sur l'organisation de la pharmacie. On a beaucoup de demandes sur la fermeture de la pharmacie et travailler à guichet fermé, la possibilité de fermer la pharmacie à 18 heures ou de plus ouvrir entre midi et 2. Alors là aussi, c'est chacun qui choisit. Si vous pensez pouvoir travailler à guichet fermé sans avoir une émeute dans la rue, faites-le. Si vous voulez fermer à 18 heures, faites-le en concertation avec tous les confrères aux alentours et vous assurez que celui qui prend la garde après, lui, soit ouvert à 18 heures. Il ne ferme pas aussi, qu'il n'y ait pas d'interruption. Donc, voilà. Après, c'est à chacun de s'organiser en fonction de son équipe, de la fréquentation de la pharmacie. Mais on doit assurer la continuité des soins. Donc, les fermetures de pharmacie doivent être exceptionnelles. Ça peut être une situation liée à du personnel qui est malade. Donc là, il faut immédiatement avertir à la fois l'ARS et l'ordre pour ne pas fermer en disant ben voilà, moi je ferme, terminé. Après, il peut y avoir des situations exceptionnelles, comme Orly. Si Orly ferme, ben, la pharmacie à Orly, je pense qu'elle va également fermer. Et on sait que certaines pharmacies dans des gares, etc., sont aujourd'hui en difficulté puisqu'il n'y a quasiment plus de passage. Donc là, il faut systématiquement avertir l'ordre, avertir l'ARS et avertir son assureur pour voir s'il peut prendre en charge la perte d'exploitation pour son entreprise. Et puis après, on en arrivera au chômage partiel. Juste avant d'être sur le droit du travail, les droits des assurés.
si il y a un arrêt de l'affection lisse, elle va être prolongée jusqu'au mois de juillet. Pareil pour les personnes qui allaient basculer de l'ACS ou de la CMU à la C2S. Là aussi, les marches administratives sont quasiment impossibles et qu'au niveau de la caisse d'assurance maladie, elle est à personnel réduit et en télétravail, extrêmement difficile. Donc, ils ont décidé de prolonger les droits jusqu'au 1er juillet pour tous les bénéficiaires de la CMU et de l'ACS qui devaient prolonger leurs droits en passant en C2S. Par contre, les nouveaux entrants, eux, malheureusement, devront continuer à faire dossier. Ok. Peut-être qu'on passe sur le chômage partiel, puisque j'ai pas mal de questions sur le sujet. Alors, chômage partiel, sur ce dossier, on y a droit. Donc, on a droit d'avoir une pratique de chômage partiel liée à la perte d'activité ou la baisse d'activité qui n'est pas négligeable dans les pharmacies, même si par rapport à d'autres, nous avons encore une activité. Certains n'ont plus rien du tout. Et je dirais l'impact économique va être violent sur le pays, bien évidemment. Donc cette procédure, si elle se déclenche et que vous décidez de mettre votre personnel en chômage partiel, vous devez faire la déclaration dans les 30 jours qui suivent le jour où vous avez décidé de mettre en chômage partiel. Et ensuite, Bénédicte, si mes souvenirs sont bons, sur les conditions, rappelez-moi. Donc, il faut indemniser à hauteur de 70% du salaire brut, c'est 84% du net. Après, il est possible pour l'employé de verser plus et de verser l'intégralité du salaire, sauf que l'employeur ne sera uniquement remboursé qu'à hauteur de 70%. Donc, il y aura un reste à charge de 70% et la différence du salaire. Et après, tous les salariés peuvent en bénéficier, que ce soit un CDD, un temps partiel, un apprenti. Et peut-être dire aussi que c'est une activité partielle pour 12 mois maximum, donc ça ne pourra pas être au-delà d'1 an, et que ça peut être certaines heures et pas toute l'activité pourra être chômée, mais uniquement 2-3 heures par jour, par exemple. En fait, il y a un plancher à 8,03 € maximum par heure. Minimum, pardon. Bon, déjà, on sait que le secteur de la pharmacie y a droit, ce qui n'était pas évident. Oui. Ce n'était pas complètement gagné. Deuxièmement, on va avoir les conditions, on va vous faire un tableau et on va vous permettre maintenant de vous rapprocher de vos comptables pour savoir comment mettre en place cette procédure si vous souhaitez la mettre en place. Il y a un site internet sur lequel vous pouvez déclarer la mise à l'activité partielle de vos salariés, qui sera disponible sur le site de l'USPO également. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Bénédicte? Peut-être juste pour les congés aussi, j'ai pas mal de questions là-dessus. On a eu une information du ministère du Travail qui nous dit qu'a priori, il n'y a pas encore de confirmation d'imposer des jours de congé ou de modifier les jours de congé pour les salariés et qu'un prochain décret devrait paraître pour nous indiquer si les pharmacies sont ou pas concernées par cette disposition. Voilà, donc il va y avoir des décrets secteur par secteur pour définir les règles. Donc là, malheureusement, on ne peut pas vous répondre, mais dès qu'on a l'information, on surveille le JO tous les jours et on vous tient informé avec des points d'info que l'USPO vous envoie régulièrement pour faire un point d'actualité. Consultez les sites, hein. Alors, le site de l'USPO, le site du Conseil de l'Ordre. Je pense que l'autre syndicat a dû faire également la même chose. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'information et puis continuez à nous poser des questions hein, sur le site. N'hésitez pas à nous contacter et à envoyer par mail des questions. On répond régulièrement à tous les confrères. On fait au mieux puisqu'on est extrêmement présent pendant cette période parce qu'on sait que vous avez beaucoup de questions. À la fois vous, votre personnel, parfois de patients. Donc,
Une information sur les médicaments, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. C'est sorti au JO ce matin. On est autorisé de nouveau à délivrer du Rivotril injectable pour bien évidemment être dans des situations d'accompagnement dont le médecin doit le prescrire, et on sait tous que c'est pour le Covid-19, donc il doit le préciser, voilà, pour accompagner des patients qui seront dans les pires difficultés. Ok, merci. Peut-être juste indiquer que pour la prime Macron, l'indemnisation, pour l'instant, c'est pareil, on n'a pas, parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, on n'a pas d'informations, on ne sait pas encore si ça va concerner ou pas les pharmacies. Donc là aussi, c'est pareil, dès qu'on aura l'information, on vous tiendra au courant rapidement. En tout cas, nous, l'USPO, on est intervenu plusieurs fois auprès à la fois du ministère de l'économie et également au niveau du Premier ministre pour dire que ce serait quand même une bonne idée, parce que notre personnel est quand même soumis à des pressions, et si à un moment l'employeur souhaite apporter un plus, et qu'on puisse le faire dans des conditions comme peuvent le faire aujourd'hui d'autres entreprises. Elles peuvent le faire parce qu'elles ont des accords d'entreprise, alors que nous n'en avons pas. C'est quand même dommage de passer et de ne pas avoir les mêmes possibilités quand on est au feu, comme le sont les pharmacies. Je pense qu'on va y arriver, mais c'est parfois un petit peu poussif et un petit peu compliqué. Mais on va y arriver. En tout cas, après, c'est chacun qui décidera de le faire ou de ne pas le faire. Il n'y aura aucune obligation. Et c'est bien de le faire après et pas avant. C'est-à-dire le personnel, aujourd'hui, on sait qu'il est mobilisé. On sait qu'il a pris conscience que, voilà, on est dans une situation de crise, et quand on est dans le secteur de la santé, ben, il faut s'investir. On ne peut pas lâcher l'affaire. Et puis après, si on peut envoyer, je dirais, un signal qui va permettre de compenser l'effort qui aura été engagé, eh bien, c'est important de pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Bénédicte? Je regarde. Il est déjà 11 heures. Après, on peut prendre encore quelques questions comme vous voulez. Ouais, comme vous voulez, parce que je pense que certains ont raté l'heure d'été. Je vois le compteur qui monte, alors c'est pas normal. Si 11 heures, ça devrait être fini, je vois le compteur monter, donc c'est pas bon signe. Peut-être alors une ou deux questions. J'ai des questions sur la dispensation des médicaments qui sont normalement délivrés en PUI. Comment est-ce que ça fonctionne? Ah oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. Donc là aussi, facilité, c'est-à-dire qu'on sait qu'un certain nombre de traitements ne peuvent être pris qu'à la pharmacie à usage intérieur de l'hôpital. Donc une procédure pour faciliter l'accès à ces médicaments par les patients, c'est de pouvoir venir les chercher à la pharmacie d'officine. Quelle est la procédure? Donc le patient amène l'ordonnance à la pharmacie. Le pharmacien contacte la PUI. La PUI va préparer les médicaments. Le grossiste va venir les chercher et les amener à la pharmacie avec un bon de traçabilité, et le patient viendra le récupérer à la pharmacie d'officine. C'est une procédure qui sera peut-être intéressante après le Covid pour poursuivre ce travail, parce que franchement, quand aller chercher des médicaments à la PUI, c'est pas simple pour les patients. En plus, ce sont des patients lourds, malades. Donc, je pense que cette expérience nous aidera par la suite à voir comment on peut pérenniser cette méthode d'accès aux médicaments réservés à l'hôpital par l'intermédiaire du pharmacien d'officine. Que ce soit des médicaments frigos, que ce soit des stupéfiants, avec les grossistes répartiteurs. Les stupéfiants, ils en distribuent aux officines en permanence. Bon, il n'y a pas de raison, il faut que la PUI ait préparé le colis avec des protections pour que le grossiste puisse l'emporter également dans des conditions de conservation qui ne poseront pas de problème derrière. J'ai aussi des questions sur la dispensation des aérosols. Est-ce que vous avez des informations là-dessus?
Alors, on va certainement faire une demande à l'assurance maladie pour voir si on ne peut pas déroger à des prescriptions qui pourraient être faites par des médecins généralistes sur des traitements en aérosol avec de la ventoline, avec de l'ipratropium, puisque théoriquement c'est interdit. Mais dans cette situation, si les prescripteurs considèrent que ces médicaments sous aérosol peuvent faciliter la vie des patients et leur traitement, et bien de voir si on ne peut pas déroger à la règle. Ça fera l'objet d'une question qui sera posée mardi à l'assurance maladie, puisqu'on a une nouvelle réunion de travail mardi. Dans les questions que l'on va poser, au-delà de remettre le couvert sur la livraison, c'est également de soulager l'édition du CERFA quand on fait du dégradé. On va faire de plus en plus de dégradés. Donc, éditer un CERFA, ne pas le faire signer au patient, parce qu'il est hors de question de lui tendre un stylo pour qu'il signe la feuille. Après, quand vous récupérez le stylo, c'est pas top. Donc, ça veut dire que le CERFA ne sera jamais signé par le patient. Donc, il faut le scanner sans signature du patient, juste avec, c'est le pharmacien qui a signé à la place, et une fois qu'il est scanné, le détruire. Voilà, donc comme on est dans des dispositions qui coulent sous le bon sens, eh bien, autant enlever cette édition obligatoire du CERFA pendant cette période. En tout cas, ça fait 10 jours, même plus maintenant, ça fait 15 jours que l'USPE l'a demandé. On a relancé le couvert la semaine dernière, on a remis le couvert la semaine dernière, on a relancé le débat. Je n'ai pas vu le JO, donc j'espère que ça va aboutir, mais là, ça commence franchement à m'agacer. Est-ce que vous avez des informations sur l'oxygène et un risque de rupture de l'oxygène? Oui, oui, oui. Là, malheureusement, bon, vous avez vu, tous les concentrateurs sont réquisitionnés pour les hôpitaux, pour les EHPAD. Les bouteilles d'oxygène, ben, ça va très vite hein, quand la personne est sur des débits à 10 litres ou voire à 15 litres. Les bouteilles se vident rapidement. Donc là, on est dans une réquisition de l'ensemble des dispositifs d'oxygène, y compris les concentrateurs. Ok. Attendez, je regarde parce que encore des questions qui arrivent. J'ai des questions sur la retraite et les cotisations retraite. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, sur les retraites, la présidente de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens a mis sur le site la possibilité pour les pharmaciens de demander un report des cotisations. Donc, il faut se connecter sur le site de la CAVP, faire cette demande en ligne pour pouvoir décaler les cotisations. Pour toutes les autres procédures fiscales, là aussi se rapprocher de son comptable, puisqu'il peut y avoir des décalages de certaines cotisations ou de certaines échéances. Donc, rapprochez-vous de vos comptables pour savoir quelles sont les démarches à faire pour décaler cotisations URSSAF, etc. Donc, ça va permettre de soulager certaines entreprises qui ont eu des pertes d'activité importantes et qui sont parfois des jeunes pharmaciens qui ont acheté leur pharmacie il y a 2 ans et qui peuvent être lourdement endettés et en difficulté de trésorerie. Donc, n'hésitez pas là aussi à pousser vos comptables à faire les bonnes démarches. Ok. Peut-être une ou deux questions encore? Oui, si vous voulez. Moi, ok. J'ai beaucoup de questions sur les gants. Est-ce que vous avez un avis sur les gants? Est-ce qu'il faut en porter ou pas? Enfin, la majorité des personnes disent que c'est la fausse bonne protection. Et si vous utilisez des gants parce que vous êtes en intervention sur un patient et qu'après vous les jetez immédiatement après, là c'est utile. Mais porter des gants toute la journée, ben, le gant il est porteur et donc ce que vous avez touché avec le gant, eh bien sera infecté. Donc je pense que les gants c'est pas forcément la bonne idée et la bonne protection. La bonne protection c'est de se laver les mains régulièrement, de regarder ce qui peut être touché en commun par plusieurs acteurs
ce qui peut être touché par les patients, et voilà, avoir des procédures de nettoyage à la pharmacie. Moi, je vois mes équipes, elles arrivent un quart d'heure plus tôt le matin pour tout renettoyer, notamment les claviers, etc. On fait ça entre midi et deux. Voilà. Donc, on a mis en place des procédures de nettoyage. Les gants, c'est pas forcément de la bonne idée. Peut-être une dernière question sur le renouvellement des dispositifs médicaux. Est-ce que c'est possible? On n'en a pas parlé, je crois, les lits, les fauteuils roulants, etc. Si, on en a parlé après les médicaments. Hein. Donc oui, on peut continuer à renouveler pour des patients qui ont des plaies, etc., comme on le fait aujourd'hui, donc sur certains dispositifs médicaux. Les locations seront prolongées. Vous avez une location de lit. L'ordonnance arrive à terme. Vous pouvez la prolonger un mois de plus et facturer un mois de plus sans aucune difficulté. Okay. Ah oui, peut-être, ça, cette question, je ne crois pas qu'on l'ait abordée. L'élimination des déchets, des masques et des gants. Alors, les préconisations pour les masques et certains déchets, ce que vous avez utilisé pour nettoyer, c'est de le mettre dans une poubelle sac plastique, un sac plastique, et de le laisser pendant 24 heures avant de le mettre dans la poubelle commune. Donc, il faut les garder pendant 24 heures dans un sac plastique à la pharmacie et faire une poubelle spécifique. Et peut-être une dernière question sur les gardes d'enfants. Est-ce que les préparateurs ont le droit à ce dispositif mis en place? Oui, tout le personnel de soignants et les préparateurs en font partie, ont droit à la possibilité de faire garder leurs enfants dans des crèches ou dans des écoles qui sont ouvertes. Alors parfois il y a des difficultés, on voit des restrictions du style si ce n'est pas un couple de soignants, l'autre personne doit garder les gamins. C'est pas toujours possible parce qu'il peut travailler dans une centrale nucléaire, il peut travailler dans un service où il n'y a pas de télétravail. Donc cette règle que certains ont essayé de mettre en place n'est pas conforme. Donc si vous avez des incidents, si vous avez des difficultés pour faire garder vos gamins parce que vous êtes préparateur, remontez-nous les informations. On a déjà fait intervenir les services du ministère pour calmer les mauvaises interprétations. Ok. Je pense que globalement, on a un peu fait le tour. J'ai encore des questions sur le changement de blouse, peut-être. Est-ce que je dois changer tout le temps ou pas? Oui, d'abord, c'est mieux de porter les blouses. Mais voilà, il faut la nettoyer, bien sûr, le soir. Faites attention, voilà, il faut au-delà de 60 degrés hein, pour nettoyer. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir une rotation de blouse, c'est bien. Pensez aussi quand vous rentrez chez vous. Quand vous rentrez chez vous, attention à vos chaussures, pensez à vos vêtements. Hein, il faut les nettoyer également parce que voilà, ils peuvent être porteurs. Bien sûr, quand vous rentrez, là aussi, réflexe, c'est se laver les mains d'emblée. Voilà, éviter de contaminer la maison avec des mauvais réflexes. Donc, on fait comme les, les Asiatiques, on laisse les chaussures à l'entrée. Et j'ai encore une question sur les documents de traçabilité. Est-ce que maintenant qu'il faut envoyer le document, un enregistrement de délivrance des masques aux professionnels de santé en Alsace, c'est comme ça que ça se passe apparemment. Est-ce qu'il faut quand même envoyer le tableau de suivi à la CPAM? Est-ce que c'est deux manières de faire différentes ou pas ou... Les initiatives qui ont été prises dans certaines régions ne sont pas finalisées et sont souvent avec l'ARS. Donc, ça ne nous exonère pas d'envoyer le tableau à la CNAM. Alors, la CNAM, c'est pas la CNAM, c'est à la CPAM avec une adresse spécifique. Donc, pour l'instant, c'est un PDF, hein, voilà, ou un simili tableau Excel envoyé par mail. Faites-le. Mais c'est chaque fois, et si
Si vous n'avez pas vu le mail de la CEPAM, demandez à vos confrères, demandez à votre président départemental, n'hésitez pas à poser la question pour pouvoir l'envoyer. Pour l'instant, la procédure, ça reste la procédure CPAM tous les vendredis. Quand on changera de procédure, on vous le dira en fonction du système qui aura été choisi. Est-ce que ce sera un système national, un système régional? Aujourd'hui, je n'en sais rien, mais en tout cas, la traçabilité restera une règle pour la gestion de ces masques, qui est un des biens les plus précieux aujourd'hui, avec des risques de vol, de trafic, etc. Il y a une question qui est souvent posée également sur les masques. Est-ce que je peux en acheter aujourd'hui? Masques FFP2, des masques chirurgicaux. Si vous voulez en acheter, c'est pour votre équipe. Mais c'est surtout pas pour les revendre. Donc aujourd'hui, ne vous amusez pas, quel que soit le type de masque, à revendre des masques. Ils peuvent être réquisitionnés de toute manière et l'image que cela pourrait donner de la profession vis-à-vis du public, vis-à-vis d'autres professionnels de santé serait catastrophique. Donc moi, je vous invite à la prudence et aussi à la prudence par rapport aux arnaques qui circulent actuellement. On a été alerté sur la Drôme par la gendarmerie. Plusieurs pharmaciens se sont fait piéger par des personnes qui vous proposaient des masques et des gels et qui étaient de véritables arnaques. Donc aujourd'hui, prudence, voilà, l'État réquisitionne des masques. Si certains veulent en vendre, eh bien, pas aux pharmaciens, qui les vendent à l'État pour qu'on approvisionne les professionnels de santé qui en ont besoin. Et j'ai peut-être deux dernières questions sur les nouvelles pistes de réflexion, notamment le télésoin. Est-ce que le pharmacien pourra en faire? Et aussi sur le stockage et la délivrance de produits prescrits dans le cadre d'accompagnement de fin de vie. Alors, sur le télésoin, bon, vous avez vu d'abord que la téléconsultation s'est développée. D'ailleurs, les médecins ont immédiatement mis en place des outils permettant de faire cette téléconsultation. Donc, je vous invite là aussi, si des médecins démarrent la consultation, de prendre contact avec eux pour savoir comment ils vont vous transmettre les documents et en particulier l'ordonnance. Est-ce que c'est par fax? Est-ce que ça va être par messagerie sécurisée? Ce qui est souvent prévu d'ailleurs dans l'option de la téléconsultation mise en place par les ARS. Donc voilà, si ça démarre, pensez à voir comment vous allez faire avec votre médecin. Là aussi, du dialogue avec les médecins, du dialogue avec les infirmiers. On est ensemble, on est solidaires, on se serre les coudes et on se facilite le travail les uns les autres. C'est absolument indispensable parce que la crise est devant nous. Pour le télésoin, les infirmiers ont obtenu la possibilité de faire du télésoin et en fait, ils ont obtenu la possibilité d'aller vérifier si un patient qui est resté chez lui parce qu'il n'y a pas de place à l'hôpital, eh bien, quel est l'état de sa situation en télésoin, notamment le contrôle de la température. Et vous savez que l'étape des 7-8 jours après le démarrage de la maladie est une étape cruciale pour savoir si ça bascule dans le mauvais sens, si la situation s'aggrave, ou si au contraire, la personne est sortie d'affaire. Donc ça, pour nous, pour l'instant, le télésoin n'a pas été prévu avec l'assurance maladie. Et je viens de voir là aussi une initiative de la part de la région de l'URPS Hauts-de-France, que je félicite parce que vraiment, ils font un travail formidable et ils vont permettre aux pharmaciens de faire du télésoin au niveau de la région et on va voir si éventuellement cette expérience peut s'étendre à d'autres régions. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça peut être très pratique aussi d'avoir un dialogue et un échange avec des patients qui sont en difficulté à domicile. Ok, je pense que globalement on a fait le tour. De toute façon, on répondra à toutes les questions si on n'y a pas répondu. Peut-être une question sur les masques en tissu. Parce que ils sont... Le grand truc là, qui a démarré, il y a des initiatives de la part, même parfois qui partent d'hôpitaux. Je sais que l'hôpital de Grenoble a été à l'initiative d'un patron pour pouvoir faire des masques en tissu. Ben, tant mieux.
si les gens se protègent avec des masques en tissu pour se promener dans la rue, ce sera plus agréable que de voir des FFP2 dans la rue portés par des personnes qui juste se protègent alors que les professionnels de santé n'en ont pas assez. Donc, tant mieux si ça peut aider. Par contre, voilà, on ne va pas vendre des masques en tissu, ne vous embarquez pas là-dedans. Ça ne sert franchement à rien. Là, on est dans des gestes de solidarité de la part de la population, des gens qui savent coudre, qui savent faire, eh bien, c'est tant mieux. Ils aident l'ensemble de la population à avoir cette protection. Quand ils sortent dans la rue, voilà, ça les rassure et c'est très bien. Par contre, bien évidemment, ce n'est pas pour les professionnels de santé et ce n'est pas adapté aux professionnels de santé. Donc, c'est que les masques chirurgicaux et les masques FFP2 qui sont habilités à protéger les professionnels de santé. J'ai été approché pas plus tard que hier par un groupe qui a pris une initiative de faire des visières avec un serre-tête pour protéger les infirmiers parce que parfois elles n'ont pas de lunettes de protection ou les médecins n'ont pas de lunettes de protection. Donc, on va le mettre sur le site de l'USPO. Je sais qu'il y a des initiatives dans toutes les régions pour mettre ces espèces de visières à disposition des professionnels de santé. Donc, si la pharmacie peut faire connaître ce système et aider les infirmières, voilà, c'est des dons. Hein, voilà, on donne ça bien sûr gratuitement. Ceux qui le fabriquent, eh bien, le font gratuitement. Hein, c'est un lien de solidarité. C'est des pharmalabs où ils sont en train de faire des choses comme ça. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont très encourageantes et qui montrent que ce pays, quand il y a des difficultés, est capable d'être solidaire et être créatif, imaginatif. Donc ça aussi, ça fait du bien dans ces périodes difficiles. Et encore peut-être une dernière question sur le tiers payant pour les ordos en télémédecine. Comment ça se passe pour la dispensation? Ouais, si l'ordonnance est issue d'un médecin reconnu avec un RPPS, hein, ben, il n'y a pas de problème. Hein. On peut, dans cette affaire, délivrer l'ordonnance. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est si l'ordonnance émane d'une téléconsultation qu'on ne peut pas identifier. Et donc, ce sera bien sûr remboursé par l'assurance maladie. Les médicaments délivrés seront remboursés par l'assurance maladie. Ok. J'ai des questions sur les thermomètres. Ah, les thermomètres, ouais. Les thermomètres, c'est rupture de stock. Rupture de stock, tous les laboratoires sont en difficulté par rapport à ça et malheureusement, on n'arrive pas à s'approvisionner. C'est la même chose avec les flacons. Pareil, et les gels hydroalcooliques, on est embêté. Mais sur les gels hydroalcooliques, on commence à avoir des sociétés qui prennent des initiatives, des sociétés qui faisaient de la cosmétique, qui commencent à fabriquer. Donc, essayez d'interroger autour de vous pour voir si ils ne peuvent pas en fabriquer aussi pour le réseau pharmaceutique. Donc là, il faut un peu mettre des antennes, la tête chercheuse pour essayer de solliciter certaines entreprises qui peuvent vous aider. Moi, j'ai l'exemple juste à côté de Montélimar de Moine qui fabriquait du sirop et qui fabriquaient bien sûr de l'alcool, des liqueurs, etc., et qui se sont mis à fabriquer des solutés hydroalcooliques pour les EHPAD, pour l'hôpital, voilà, et donc il y a plein d'initiatives comme ça. Et eux, ils ont de l'alcool, hein. Ils ont fait des stocks. Ok. Un mot de conclusion, parce que vous allez encore dire une dernière question, et c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire toujours une dernière question. C'est 11h, presque 11h30. Juste un mot de conclusion sur ce dimanche. On va continuer à faire des points d'infos comme ça, à la fois qu'on va vous envoyer, on l'envoie à tous les pharmaciens, qu'ils soient adhérents USPO ou pas, ce type d'échange avec nous, parce que voilà, ça permet d'avoir en visuel et en direct des réponses à des questions qui sont un petit peu plus précises
et qui nécessitent voilà, parfois un petit développement. En tout cas, moi, je voulais vous dire que bravo à toute la profession, bravo pour ce que vous faites, parce que vous tenez le choc, vous assurez, même si parfois il y a des petits irritants, vous tenez le choc avec votre équipe. Hein. C'est important de s'occuper et d'être voilà, à l'écoute des craintes qu'il y a auprès de son équipe officinale. Et puis l'image que l'on renvoie à la fois vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la mobilisation, vis-à-vis des médias, ce qu'on est en train de faire là, montre que, pour ceux qui avaient encore des doutes, on est de vrais professionnels de santé. On n'est pas des commerçants. On est des vrais professionnels de santé au service de la population, à l'écoute de la population, et on est là pour assurer la continuité des soins. Et franchement, merci pour votre mobilisation. Merci pour ce que vous faites. Ça ne va pas être facile. Hein. Les 15 prochains jours vont être compliqués. Vous avez évoqué, et je n'ai pas répondu à la question, la possibilité de délivrer dans des EHPAD, d'avoir des réserves de scopoderm, de scopolamine, de Valium injectable, de largactile injectable. On sait qu'on va avoir à apporter dans des situations compliquées ce type de médicaments. Ça ne va pas être facile. Mais voilà, on est des professionnels de santé, avec les médecins, avec les infirmiers, on se serre les coudes et on essaie d'apporter la réponse la plus adaptée et la plus professionnelle à cette situation d'exception. En tout cas, bravo pour ce que vous faites et merci et tenez bon. Merci, bonne journée. À bientôt, bon courage.